La Banque Postale du Burkina Faso vous offre le Déj Matinal Info. Christophe Regaoui Bado est notre invité du jour. Il est le secrétaire général adjoint du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la commémoration du 26e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci à vous pour l'invitation. Déjà, première question, ce 13 décembre marque bien sûr une date d'anniversaire pour la commémoration de l'assassinat de journaliste Norbert Zongo et aussi de ses compagnons. Que revêt pour vous l'importance d'une telle commémoration? Une telle commémoration pour nous est très très importante parce que comme vous l'avez rappelé, 1998-2024, ça fait 26 longues années que nous commémorons ce triste anniversaire où Norbert Zongo, Ernest Zongo, Blaise Ilbodo et Abdoulaye Ntiema ont été froidement donc abattus aux encablures de Sapui et complètement calcinés. Et depuis lors, effectivement, donc, les démocrates et patriotes de ces pays, à travers des organisations démocratiques telles que le CODEMPP et la CCVC, se battent pour qu'il y ait donc de la lumière et la justice sur ce dossier. Et pour nous, c'est tellement important parce que la question de l'impunité, il faut le dire, l'impunité encourage la commission des violations des droits humains. Et pour nous, ces crimes ne doivent pas rester impunis, que ce soit ces crimes ou les crimes qui se sont commis avant ou après. Le peuple burkinabé doit s'organiser donc pour faire en sorte qu'il y ait toujours la lumière dans ces dossiers, pour rappeler donc à la mémoire collective que plus jamais ce genre de crimes ne doivent se passer dans notre pays au Burkina Faso. Après 25 années, quand on se retrouve à commémorer la 26e, on se demande quelles sont les activités qui ont été prévues justement pour marquer ces 26 ans. Voilà, il faut le dire que chaque année, effectivement, sans interruption, les organisations se sont battues donc à travers des activités pour rappeler effectivement donc ce que Norbert Zongo a eu à faire comme combat pour le peuple burkinabé et également donc continuer à exiger donc vérité et justice donc sur ce dossier. Et pour cette année, en ce qui concerne donc la ville de Ouagadougou, il y a le dépôt de gerbes de fleurs et le recueillement et l'hommage qui sera rendu donc à Norbert Zongo au cimetière donc de Gounguin et également donc à Flavien Nébier, également aux martyrs de l'insurrection populaire, également donc aux martyrs de la résistance au putsch de 2015 et vraiment à l'ensemble donc de toutes les victimes donc de violences en politique. Donc après ce recueillement, les populations vont se retrouver donc à la Bourse du Travail de Ouagadougou à partir de 9h pour une conférence publique sur les thèmes Angers et perspectives, sur les thèmes, comment on appelle ça, je retrouve le thème. L'état des lieux, voilà, l'état des lieux des droits humains et des libertés dans le contexte des crises sécuritaires, enjeux et perspectives pour le peuple. Voilà. Alors, quand on regarde ces activités qui sont prévues un peu, on a envie aussi de se poser la question, ça fait tout de même 26 ans, toujours pas de procès. Où est-ce qu'on en est? Quel est l'état des lieux du dossier Norbert Zongo? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en plus de ces activités donc, à Ouagadougou, il y aura de la commémoration pratiquement dans toutes les provinces du pays. D'accord. Et chaque province, dans toutes les 45 provinces, et chaque province, en fonction de ses réalités, en fonction du contexte, va effectivement donc développer les types d'activités qu'il faut mener. Donc que ce soit des marches meetings, que ce soit des meetings, que ce soit des débats, que ce soit des projections cinématographiques, toutes ces activités-là seront menées aujourd'hui donc pour rappeler donc la mémoire de Norbert Zongo et demander donc vérité et justice. Alors donc pour cette question, rappeler la 26 ans après, justement, voilà. Toujours pas de procès. On a envie de savoir quel est l'état des lieux. Toujours pas de procès. Et vous savez que beaucoup d'eau ont coulé donc sous le pont concernant donc ce dossier. Et depuis 1998, il faut rappeler donc qu'en 2006, il y a eu donc ce fameux non-lieu et qui n'a pas découragé donc les organisations et le peuple burkinabé, qui a continué donc à se battre pour que le dossier aille finalement devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu sa décision en mars 2014. Et je pense que la Cour avait rappelé qu'il y avait eu des insuffisances dans la gestion du dossier et avait demandé donc à l'État burkinabé non seulement de dédommager les familles, mais aussi de réouvrir donc le dossier pour qu'il y ait des instructions, en tout cas un jugement sérieux et qu'on puisse savoir ce qui s'est réellement passé. Fort heureusement, je pense qu'en 2015, il y a eu l'ouverture, donc la réouverture du dossier Norbert Zongo et on avait espéré qu'il y allait enfin avoir donc un jugement
Mais jusqu'à présent, comme vous l'avez rappelé, 26 ans après, nous attendons toujours sur le statu quo. Il n'y a pas encore eu donc de jugement donc, dans le dossier Norbert Zongo. Et nous continuons en tout cas de nous battre pour que ce dossier-là puisse connaître donc la lumière, tout comme le dossier Thomas Sankara, qui a pris autant de temps, le dossier d'Abou Boukari, mais qui a fini par être jugé. Nous sommes convaincus que ce dossier Norbert Zongo là sera jugé tôt ou tard. Alors justement, il y a eu hier ce communiqué du procureur du Faso, communiqué qui d'ailleurs affirme qu'il y a des charges suffisantes contre les personnes mises en examen. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, effectivement, il y a eu ce communiqué hier du procureur du Faso qui dit en substance qu'il a fait donc ces réquisitions et qu'il revenait donc au juge d'instruction de faire suivre donc ce dossier donc au niveau de la chambre criminelle de la cour d'appel pour que voilà, ce dossier soit enfin jugé. Et il dit effectivement donc qu'il y a des charges suffisantes contre François Compaoré et contre Banangulo Yaro pour complicité d'assassinat et complicité de destruction volontaire de biens, et des charges également donc contre Combasséré et Christophe pour assassinat et destruction volontaire donc de biens. Donc voilà ce que dit en substance donc le communiqué. Donc c'est encore une promesse. Je pense que chaque année, effectivement, à l'approche effectivement donc du 13 décembre, et le procureur donc a l'habitude de sortir un communiqué qui donne généralement donc espoir que le dossier va être jugé. Cette année c'est la même chose, mais nous espérons que cette fois-ci, 2025, ça sera vraiment la dernière année et qu'on aura véritablement donc la lumière donc sur ce dossier Norbert Zongo. On sait aussi que ce qui constitue le goulot d'étranglement, c'est justement le principal accusé, François Compaoré. On connaît toutes les démarches qui avaient été entreprises en termes justement de demande d'extradition. À ce niveau également, est-ce que vous avez des informations? Où est-ce qu'on en est exactement? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, en 2017, quand François Compaoré a été arrêté à l'aéroport, bon, on s'est dit, bon, on tenait véritablement donc un des, comment on appelle ça, des suspects sérieux, et qu'il allait enfin venir témoigner et dire exactement donc ce qui s'est passé sur le dossier Norbert Zongo. Mais vous avez suivi effectivement les péripéties qu'il a eues devant les juridictions françaises et qui est allé jusqu'à la Cour européenne donc des droits de l'homme, qui a rendu donc une décision de refus. Et ça, c'était donc en 2023. Et également donc l'État français qui a pris une décision également donc en décembre 2023 pour acter effectivement donc cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui François Compaoré ne pouvait pas être extradé. Nos organisations disent clairement que les textes prévoient effectivement donc qu'on puisse juger quelqu'un par contumace. Et que pour nous, aujourd'hui, il n'est pas une obligation pour nous que François soit là pour que ce dossier-là puisse être jugé. Je pense que dans bien d'autres dossiers, comme le dossier Thomas Sankara, Blaise Compaoré donc a été jugé sans être là. Dans le dossier de Push Manqué, Fatou Dianguira a été jugé sans être physiquement là. Nous pensons que c'est ce dossier également, la non-présence de François Compaoré ne doit pas être un blocage donc à ce que ce jugement-là puisse se faire. Est-ce que ce n'est pas lâcher plutôt prise quand on connaît les moyens et l'investissement qui ont été mis justement pour parvenir à débuter cette procédure d'extradition aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas lâcher prise au regard justement du caractère que revêt François Compaoré dans le cadre de ce dossier-là? Oui, en fait, ça c'est un peu supranational. On peut dire que la justice à son niveau a fait son travail. Le fait déjà de lancer le mandat contre François Compaoré et qu'il y a eu donc des décisions donc en France qui sont allées jusqu'à la Cour africaine, à la Cour européenne donc des droits de l'homme, montre clairement quand même que notre justice a pris donc les dispositions qu'il fallait pour que François Compaoré soit extradé. Naturellement, ça ne dépend pas de la justice burkinabé. C'est des relations entre États. Et dans les relations entre États, il n'est pas évident effectivement donc qu'un État puisse imposer sa volonté à l'autre. Et je pense que dans le cas où nous sommes, c'est ce qui s'est passé. Nous pensons que c'est François Compaoré lui-même qui devait avoir le courage de venir donc s'expliquer et de dire véritablement, de s'assumer. Mais comme Norbert Zongo lui-même aimait à le dire, si vous dites de tuer quelqu'un, il faut avoir le courage de dire c'est moi qui ai dit de le tuer. Donc c'est véritablement donc de s'assumer. Mais nous constatons effectivement donc voilà, il n'est pas dans cette logique et qu'il faut pour nous aujourd'hui aller au jugement sans sa présence. Vous avez dit quelque chose qui retient mon attention tout à l'heure, ça ne dépend pas que de la justice, il y a aussi les relations entre États. Est-ce que vous pensez que cette lenteur que nous avons justement dans le cadre de cette procédure pour François Compaoré, est-ce que vous pensez que c'est lié un tant soit peu à justement l'état des relations que nous avons aujourd'hui, cette complexité entre la France et le Burkina? Bon, il faut dire que ce dossier Norbert Zongo a commencé quand même avant ces relations. Mais à l'étape actuelle où il y a un blocage. Voilà, c'est vrai qu'en matière d'extradition, il y a souvent que beaucoup d'États font attention. Lorsque
on doit extrader donc quelqu'un vers un État où il y a donc une instabilité politique, les États sont souvent rechignent à extrader donc des gens vers ces États. Ou lorsque la peine de mort donc est appliquée donc, dans un État, en ce qui concerne l'État français, généralement, donc, il n'extrade pas. Ce n'est pas le cas pour le Burkina actuellement. Pour le Burkina actuellement. Mais vous voyez que de plus en plus aussi, il y a des appels à revenir donc, à la peine de mort. Et tout ça, donc, ça peut être effectivement donc, des blocages qui empêchent effectivement donc, François Compaoré soit extradé. Mais je vais dire que ce dossier n'a pas commencé pour aujourd'hui. Comme on a dit, ça fait 26 ans. Ce n'est pas ces éléments-là qu'on peut prendre aujourd'hui comme étant donc, les seuls moyens pour empêcher donc que François ne soit là. Vous avez tout à l'heure pris l'exemple par rapport au dossier Thomas Sankara où on a vu justement le procès en l'absence de l'un des principaux accusés, Blaise Compaoré. Aujourd'hui, dans le cadre de ce dossier sur Norbert Zongo, quelles sont les possibilités qui s'offrent avec bien sûr l'absence possible de François Compaoré? Est-ce qu'on pourrait avoir la vérité que vous attendiez? Oui, bien sûr. Je pense que, comme vous le savez, il y a un procès qui est en cours actuellement et sur des cas de fond au niveau donc, du ministère de la Solidarité nationale. Et vous voyez que dans ce dossier, il y a des témoins. Bien sûr. Voilà, quand vous avez suivi le procès également de Dabo Boukari, il y a des témoins qui sont venus effectivement dire leur part de vérité. Et je pense également que dans l'affaire Norbert Zongo, il y a beaucoup de témoins qui sont vivants au Burkina Faso et qui pourront venir donc devant la juridiction dire leur part de vérité. Et à partir de ces éléments-là, le juge effectivement donc pourra faire faire son idée du dossier et pouvoir donc rendre une décision. Et je pense que les autres suspects, comme on l'a dit, ce n'est pas François seulement, on a cité Yaro Banangulo, on a cité également Combassere Christophe, qui pourront également donc être là devant les juridictions et pouvoir dire exactement ce qui s'est passé. Je pense que l'absence de François ne doit pas être un blocage. Vous avez pris l'exemple sur le procès en cours qui est médiatisé. Est-ce qu'après 26 ans, vous souhaitez également que le procès par rapport au dossier Norbert Zongo soit également médiatisé? Oui, c'est ce qu'on avait demandé pour le dossier sur l'insurrection, le dossier sur le push manqué, le procès du push manqué. On avait dit quand même que surtout ces genres de procès qui sont des procès où le peuple a été véritablement marqué dans sa chair et dans le sang, notamment l'insurrection populaire, notamment le procès de push manqué. L'insurrection populaire s'est encore jugée. Le procès de Thomas Sankara. Le procès de Thomas Sankara et pour nous le procès de Norbert Zongo où le peuple burkinabé s'est battu pendant 26 ans pour que la mémoire soit encore vive. Ce procès-là pour nous effectivement donc, doit être médiatisé pour permettre donc au peuple de savoir réellement ce qui s'est passé et pouvoir donc rappeler aux uns et aux autres à la mémoire collective que nous devons tout faire pour que ce genre de crimes-là ne puissent pas se faire. Nous sommes dans un état de droit, nous avons des règles, nous avons des institutions. Lorsque quelqu'un effectivement donc est en porte-à-faux avec ces règles et ces lois-là, c'est aux institutions effectivement donc de trancher ça. Et nous devons tout faire pour éviter donc la violence en politique. Il y a peut-être une jeune génération qui nous écoute actuellement sur la radio Watt FM et qui nous suit. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les idéaux que défendait ce journaliste d'investigation qu'est Norbert Zongo? Norbert Zongo, pour ceux qui ont pu lire quelques écrits, notamment de l'Indépendant, c'est quelqu'un qui se battait pour la liberté de presse. C'est pourquoi aujourd'hui toute la presse voit en lui effectivement donc un idole. Il y a même un centre qui porte son nom, le Centre national de presse Norbert Zongo, où les journalistes se retrouvent donc pour se ressourcer et pouvoir donc mener toujours des luttes pour la défense de la liberté de presse. Donc ça c'était l'un de ses premiers combats. Et c'est ce combat-là d'ailleurs qu'il a fait quitter bien d'autres journaux pour créer donc l'Indépendant, pour éviter donc les entraves qui lui empêchent donc de dénoncer donc un certain nombre de pratiques telles que la corruption. Norbert Zongo aussi se battait aussi pour les droits humains de façon générale, donc la démocratie et les libertés. Donc, je pense que son assassinat, c'est quand il enquêtait sur l'assassinat donc du chauffeur de François Compaoré, David Ouedraogo. Et c'est pendant effectivement donc ces enquêtes-là que Norbert Zongo sera assassiné donc par la suite. Ça montre effectivement donc son combat donc pour la démocratie donc et pour les libertés. Et Norbert Zongo également c'était quelqu'un qui avait du courage et qui avait de l'intégrité. Donc le courage et l'intégrité, quand vous regardez un peu les films qui retrace un peu la vie de Norbert Zongo aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a eu plusieurs alertes, des tentatives d'assassinat, des tentatives de corruption, et même sa famille a toujours été alertée pour dire que Norbert Zongo, s'il n'arrête pas, il sera tué. Mais malgré tout, il a continué donc de mener
son combat jusqu'à ce jour fatidique donc de 13 décembre 1998. Donc ça, c'est des valeurs effectivement donc, qui ont caractérisé l'homme et qui sont des valeurs que la jeune génération, comme vous le dites aujourd'hui, qui nous suit, doit pouvoir donc incarner et se battre contre les fléaux qui empêchent donc le développement du Burkina Faso. Alors, il a mené un combat à une époque donnée. Il a lâché prise en 1998, pas de sa volonté, mais il a été assassiné. 26 ans après, on se retrouve dans un autre contexte que l'on connaît, un contexte sécuritaire que vit le Burkina. Pour vous, quand vous regardez dans ce contexte, quel est l'état des lieux, justement, des droits humains et aussi des libertés? On ne va pas faire le point de la conférence qui va se tenir, mais ça aussi, c'est une question qui est d'actualité tout de même pertinente. Voilà. Ça montre quand même que la question des droits humains, la question des libertés, c'est une quête de tous les jours. Voilà, c'est une quête de tous les jours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dormir sur ses lauriers lorsque vous avez pu conquérir des espaces de liberté. Si vous dormez sur vos lauriers, ces espaces de liberté peuvent vous être retirés au fur et à mesure. Malheureusement, aujourd'hui, le contexte que vit le Burkina Faso aujourd'hui, c'est un contexte de crise sécuritaire. Et ce contexte de crise sécuritaire a des conséquences énormes sur les droits humains et sur les libertés. Quand vous parlez des droits humains, c'est d'abord déjà les attaques terroristes. Quand vous voyez les impacts que ça a en termes de morts sur les civils, sur les FDS et sur les VDP, ça montre clairement que c'est un désastre. Quand vous prenez aussi les déplacés internes, les derniers chiffres parlaient de 2 millions de déplacés internes. Ces déplacés internes, là, vous savez à peu près ce qu'ils vivent en termes de conséquences, donc en termes d'alimentation, de santé et autres. Ça, c'est des questions de violation des droits humains qui se posent. Et si vous prenez aussi les cas de massacres de masse, quand vous prenez Nouna, Yirgou, vous prenez Karma, vous prenez Barsalgo tout récemment, montre clairement effectivement donc notre peuple aujourd'hui est touché dans sa chair et dans le sang, et qu'il y a lieu toujours de continuer donc le combat pour que le peuple puisse se retrouver. Et sur la question de liberté, je pense que vous êtes journaliste et vous suivez un peu ce qui se passe également, donc les questions de réquisition illégale, les questions de disparition forcée, les questions d'enlèvement, aujourd'hui donc remettent en cause fondamentalement donc les libertés, et nos organisations donc à travers donc cette commémoration là vont rappeler effectivement donc cette actualité, et la conférence qui va se dérouler à 9h va revenir donc sur ces éléments pour qu'ensemble on puisse réfléchir. La réflexion, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est, comme on le dit, c'est l'étincelle. Voilà. Si on se contredit, si on échange, c'est pour pouvoir donc trouver des solutions pour le bien-être de notre peuple. Voilà, c'est un peu ça qu'il faut retenir et se dire que il faut réunir donc les conditions pour que nous demeurions donc un état de droit, réunir donc les conditions pour le respect des libertés et réunir donc les conditions pour la sécurisation donc de notre peuple. C'est-à-dire que donner donc les moyens qu'il faut au FDS et au VDP donc pour qu'ils arrivent effectivement donc à sécuriser donc l'ensemble du territoire et permettre donc à nos populations déplacées internes de pouvoir se retourner donc dans leurs lieux d'habitation donc habituels. Je pense que ça c'est un combat également donc de droits humains, la question du droit à la sécurité qui est un droit fondamental. Alors l'une de mes dernières questions par rapport justement à ce que vous venez de dire sur les libertés, peut-on éviter une certaine restriction des libertés dans un pays qui se bat pour sa survie? Même lorsqu'on n'est pas en guerre, il y a des restrictions de liberté qui peuvent être, comment on appelle ça, acceptées. Parce que les textes, que ce soit la Constitution, que ce soit nos lois, prévoient souvent donc des restrictions. Même les conventions internationales, quand vous prenez le pacte international relatif aux droits civils et politiques, prévoit aussi des restrictions aux libertés démocratiques à un certain moment donné de la vie d'un peuple. Et dans le contexte de la crise sécuritaire, on peut effectivement donc comprendre par moment qu'il y a effectivement donc des restrictions de liberté. D'ailleurs, quand vous prenez dans plusieurs de nos localités, dans plusieurs de nos régions, il y a comment on appelle ça, les couvre-feux qui sont installés, et les populations ne s'en plaignent pas parce qu'on sait que c'est normal et que ces couvre-feux-là c'est pour essayer donc de recouvrir donc l'entièreté de nos territoires. Donc ces restrictions-là peuvent être reconnues, mais nous disons qu'il faut que ces restrictions-là se fassent dans le cadre des lois. C'est lorsque ce n'est pas fait dans le cadre des lois qu'il y a des inquiétudes. Quand un citoyen donc est enlevé et que sa famille ne sait pas où il se trouve, vous voyez que ce n'est plus dans le cadre des lois. La personne n'est plus sous la protection de la loi.
C'est ça le combat effectivement donc, que nous menons. Les restrictions, ça peut se comprendre, les textes les prévoient, mais il faut le faire dans le cadre de la loi. Alors, merci à vous, Christophe Regaoyi Bado. Vous êtes, je rappelle, le secrétaire général adjoint du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, MBDHP. Avec vous, nous venons de parler de la commémoration des 26 ans de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et nous espérons le procès pour 2025. Encore merci à vous. Merci bien à vous et merci pour l'invitation. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders Trui TV et Watt FM. Ainsi se referme donc ce 5e et dernier numéro de la semaine du DEJ Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, lundi pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. La Banque Postale du Burkina Faso vous a offert le DEJ Matinal Info.